Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 46e aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec ces nombreux week-ends prolongés en ce mois de mai, c'est plutôt agréable, il n'y a que la météo qui n'est pas encore au rendez-vous. Alors si vous vous rappelez bien, lors de l'épisode enregistré avec Benoît Olzerny, il m'avait incité et convaincu à tester un modèle de la marque Saucony pour laquelle il travaille. J'ai tenu parole en passant par mon magasin de running préféré, à savoir Running Conseil Orléans, et je me suis laissé tenter par le modèle Endorphin Speed sur les conseils avisés de Pascal. Alors après un premier test effectué sous une pluie battante samedi dernier, donc rien qu'à voir la tête de la piste, vous comprendrez pourquoi il était difficile d'avoir un avis, on va dire, cohérent sur cette paire de chaussures. J'ai réalisé une nouvelle séance ce mardi sur piste pour de la VMA très très courte et j'ai littéralement été conquis par ces chaussures qui m'offrent beaucoup plus de dynamisme et notamment sur l'après-course très très peu de fatigue. Donc à tester. Et j'espère pouvoir les utiliser rapidement en course pour voir ce qu'elles ont sous le capot. Alors à la suite de l'épisode 45 enregistré avec Antoine, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Alors ça me fait bien évidemment très plaisir, mais nous, et je dis bien nous, sommes heureux, Antoine et moi, d'avoir pu mettre en lumière sa joie de vivre, faisant suite à cet épisode douloureux du cancer qu'il a vécu, et de pouvoir transmettre cette énergie à toutes les personnes qui bataillent aujourd'hui et qui sont frappées par cette maladie. Je pense que le pari est gagné à travers cet épisode, donc un grand merci à vous, et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à vraiment le mettre dans vos oreilles parce que c'est une bouffée de bien-être et d'énergie. Alors n'hésitez pas, si vous écoutez le podcast de façon très régulière, à partager sur vos réseaux, dans vos stories, en m'identifiant, et puis rejoignez-moi tout simplement sur Instagram, Facebook, donc à côté de mes pompes, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Si vous êtes équipé d'un appareil Apple, ça ce serait le top. Laissez-moi 5 étoiles et un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir, mais ça permet au podcast d'être toujours un petit peu plus visible et de faire découvrir ces différents contenus à de nouveaux auditeurs et de nouveaux coureurs à pied. Alors dans l'épisode du jour, c'est un journaliste que je reçois en la personne de Nicolas Gardon. Alors il ne brille pas seulement par son excellente plume, non, Nicolas est un coureur aguerri avec de nombreux marathons à son actif et une carrière sportive qui s'oriente aujourd'hui de plus en plus vers le trail. Si j'ai contacté Nicolas, c'est qu'après un passage dans un quotidien d'Eure-et-Loir, il a occupé la fonction de rédacteur en chef du magazine Jogging International. Je me suis toujours questionné, en lisant ce magazine chaque mois, de savoir comment les articles étaient réalisés, quelle était la ligne éditoriale, comment étaient réalisés les tests de matériel et tout ce qui concerne finalement l'envers du décor de ce magazine que vous allez pouvoir donc découvrir à travers donc l'expérience de Nicolas. Il nous partage dans cet épisode sa vision de la course à pied et du monde actuel du running, mais aussi les évolutions qu'il a pu observer. Avec l'essor d'Internet et cette phase de digitalisation, nous aborderons ensemble l'avenir de la presse papier. Alors c'est un épisode riche en anecdotes où Nicolas nous fera part de ses belles rencontres, mais aussi de ses plus beaux endroits pour courir ou faire de la randonnée. Il a d'ailleurs à ce sujet écrit plusieurs ouvrages que je vous invite à découvrir. Vous retrouverez les notes à la fin donc de l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute de cet épisode en compagnie de Nicolas Gardon, journaliste et passionné de running. Bonjour Nicolas, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler presse, journal, également livre, puisque tu es auteur donc d'ouvrages sur la course à pied. Tu as été journaliste d'un grand magazine que tout le monde connaît, donc dans le milieu du running. Et aujourd'hui, on va parler avec un passionné de course à pied qui a des choses à dire sur ce milieu. Merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Sébastien. On y va. Alors, je vais te laisser te présenter façon un petit peu état civil, comme si on devait décliner ta fiche avec ton âge, là où tu vis actuellement, et puis on verra après le côté professionnel.
Donc, Nicolas Gardon, 42 ans, bientôt 43, enfin 43 en octobre, journaliste depuis maintenant plus de 20, bien plus de 20 ans. J'ai fait mes études à Tours où je suis revenu il y a maintenant 2 ans. J'ai été longtemps journaliste en presse régionale, côté de Chartres. J'ai également été journaliste économique. Et donc, de 2013 à février dernier, j'ai travaillé à Jogging International, qui est le plus gros magazine de course à pied de France, pour faire rapide. Voilà. Ce métier de journaliste, c'était une vocation. Dès ta plus tendre enfance, tu t'étais destiné à ces études-là. Comment tu es venu à ce métier? Alors moi, j'ai un parcours qui est un parcours d'étudiant scientifique à l'origine, puisque j'ai fait 1 an d'école d'ingénieur. Je me suis très vite rendu compte, après mon bac S, je me suis très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et c'est vrai que j'avais cette passion de l'écriture. Alors moi, c'est un peu particulier. Je suis arrivé au journalisme par l'écriture. Il y a beaucoup de gens qui ont envie tout de suite de faire du reportage, de faire des choses. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est écrire. Donc, et c'est au cours de mes études de journalisme, c'est peut-être un peu paradoxal, que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ce qui était actualité, à tout ce qui touchait à l'histoire, à la géographie. C'est des matières que je n'aimais vraiment pas au lycée. J'étais vraiment un pur scientifique. Mes notes au bac le prouvent, parce que ça a été une cata en géo, ça a été une cata en économie. Et voilà, donc moi, ce que j'aimais, c'était écrire. J'écrivais pour moi, et je me suis dit quand même que ce métier de journaliste, il y a quelqu'un qui a dit je voulais faire écrivain, je pouvais pas, donc j'ai fait le métier juste en dessous. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. C'est au cours de mes 2 premières années d'études en journalisme à Tours que je me suis dit vraiment à me passionner pour l'actualité, pour le traitement, surtout en reportage, en format magazine, en format long. Et ça a tout de suite été pour moi le format écrit qui m'a attiré. J'ai jamais été très doué ni très partant pour faire de la télé ou de la radio. J'ai été obligé d'en faire, mais ça a été assez catastrophique. J'ai une voix assez, comme tu peux l'entendre, assez monotone. Et c'est vrai que j'ai fait un stage à France 3. On m'envoyait sur les accidents, sur les choses comme ça. Le rédacteur en chef de l'époque me disait c'est parfait. Tu as vraiment une voix qui est parfaite pour annoncer des décès. Donc voilà. Donc oui, c'est pas forcément très très sympathique de sa part, mais tu as donc œuvré après pour réaliser des écrits. Comment tu es venu petit à petit à travailler dans le milieu du sport et du running, puisque tu le disais, être passé d'abord par l'Écho Républicain, donc quotidien, on va dire local. La façon dont tu as pu justement toucher ce monde du journalisme sportif, c'est venu comment? Tu as eu des expériences dans d'autres quotidiens? Alors, j'ai la seule expérience quasi que j'avais dans le milieu sportif jusqu'à présent, c'était en école de journalisme. J'avais remporté le 2e prix du concours organisé par l'équipe à l'époque, donc on est en 99, et j'ai eu un CDD à l'équipe qui, voilà, ça a été sympa, mais sans plus, voilà, tout le monde est passionné de foot, de rugby et tout ça. Moi, je suis plutôt à l'origine dans des sports confidentiels. Je suis pongiste d'origine, je fais du squash. Et donc, c'est vrai que ce milieu de l'équipe où tout le monde ne parlait que de foot, que de basket et tout ça, c'était pas trop pour moi. Et c'est vrai que mon arrivée à jogging s'est faite un tout petit peu par hasard, enfin, en tout cas, par une voie assez détournée qui, normalement, dans ce milieu-là, de la presse magazine, c'est beaucoup du bouche à oreille. Il n'y a pas de petites annonces, ça n'existe pas. C'est tiens, je sais qu'il y a un poste, je sais que quelqu'un en recherche. Et il se trouve que moi, j'avais quitté les Échos Républicains en 2011. J'étais à ce moment-là allé dans la presse économique. Et je tombe sur une petite annonce, tout simplement, en disant Jogging International recherche un journaliste. Je me dis, je suis journaliste, je suis coureur depuis bien plus de 10 années. Pourquoi pas tenter le coup? Je sais, à l'époque, ils ont dû recevoir quelque chose comme 200 CV. Honnêtement, j'y croyais pas. Et ça a été un processus tout à fait normal, avec un nombre d'entretiens assez conséquent, parce que de mémoire, j'ai dû passer 5 ou 6 entretiens sur un mois. Et donc, début 2013, pardon, je me suis retrouvé à être pris. On n'était plus que 3. Il y a eu des derniers entretiens et c'est passé pour moi. Et donc, je suis arrivé en 2013 à Jogging, qui était à l'époque à Issy-les-Moulineaux. Alors, tu as tout de suite écrit des articles sur différents sujets. Quel était ton rôle quand tu es arrivé chez Jogging International? On le verra dans un second temps. Tu as été ensuite rédacteur en chef de ce magazine pendant quelques années. Mais quelle a été l'activité qui t'avait été proposée justement quand tu es arrivé dans ce magazine? Alors, officiellement, j'ai été embauché en tant que ce qu'on appelle chef de rubrique, qui est un mot un peu passe-partout.
qui signifie grosso modo que je traitais un certain nombre de rubriques et pour faire simple, je traitais toutes les rubriques. C'est-à-dire que je pouvais très bien aller en reportage sur des courses, je traitais de l'entraînement. Alors l'entraînement, ça s'est toujours fait au sein de Jogging avec des coachs, des entraîneurs. Je suis pas coach, je suis pas entraîneur, je l'ai toujours dit, je suis pas un spécialiste de l'entraînement, donc on s'appuyait et Jogging s'appuie toujours sur des entraîneurs pour écrire des articles. Soit les entraîneurs écrivaient directement et je corrigeais, je vulgarisais, soit moi j'écrivais en interrogeant des entraîneurs. Même chose pour les rubriques santé avec des médecins. Je ne suis pas non plus médecin, mais bon voilà, mon travail à l'époque et longtemps a été de vulgariser le propos et d'amener valeur ajoutée pour le lecteur. Donc voilà, du test matériel également, ça a pris de plus en plus de place au fil des années. Donc, grosso modo, tout ce qu'on retrouvait dans le jogging, je pouvais mettre la main dedans, que ce soit, ça pouvait varier selon les mois, mais grosso modo, c'était le fil rouge de mon activité, et ça l'a été pendant de nombreuses années. Et après avoir été donc chef de rubrique, comment s'est passée cette promotion pour être non plus responsable de quelques articles ou d'une ou deux rubriques? Comment tu es arrivé à devenir le rédacteur en chef, donc celui qui supervise et qui chapeaute un petit peu l'ensemble de la publication pour chacun des numéros? Alors, ça s'est fait en 2 temps. En fait, on a été, dans un premier temps, Jogging a été racheté par un nouveau groupe. Et à ce moment-là, la rédactrice en chef, Marie Poirier de l'époque, a quitté le Jogging. Et ils ont nommé Bruno Lacroix, qui avait été rédacteur en chef déjà dans les années 90. Ils l'ont fait revenir et ils m'ont nommé rédacteur en chef adjoint. Donc ça a duré 2 ans. Et ensuite, il y a eu une nouvelle vente, cette fois aux éditions La Rivière. Et c'est à ce moment-là, Bruno Lacroix est resté parce qu'il était également responsable d'autres titres donc voilà, liés au monde du camping. Et donc, je suis passé donc rédacteur en chef au moment de l'arrivée aux éditions La Rivière, il y a maintenant 4 ans. Est-ce que tu pensais pouvoir un jour atteindre ce niveau de responsabilité ou ça a été vraiment l'opportunité? Ça a été une question d'opportunité. Honnêtement, quand je suis arrivé à Jogging en 2013, je me suis pas dit que j'allais devenir rédacteur en chef. On sait quand même que c'est possible dans la mesure où on est sur des équipes très resserrées, très petites, et que mathématiquement, logiquement, c'est un effet domino. Dès que quelqu'un part, normalement, la personne en dessous, voilà, chacun monte d'un niveau. Après, pour être tout à fait clair, au moment où j'étais rédacteur en chef adjoint, il est vrai que Bruno Lacroix avait déjà la responsabilité d'un autre magazine. Donc, dans les faits, je jouais déjà quasiment le rôle de rédacteur en chef. Donc, j'ai pu me faire la main pendant déjà 2 années en responsabilité sur le titre. Donc, j'ai pas été balancé rédacteur en chef en me disant du jour au lendemain comment je vais faire. Oh là là, c'est la panique. J'avais déjà dans la vie de tous les jours les mains dans le moteur, donc je savais exactement où j'arrivais, où j'allais. Alors concrètement, quel est le rôle d'un rédacteur en chef et comment on organise chaque mois un magazine tel que Jogging International? Il y a du travail derrière avec de nombreux journalistes, de nombreux correspondants qui vous remontent des sujets. Comment ça se passe concrètement si on doit comprendre un petit peu le fonctionnement du magazine? Alors, comme je l'ai dit, on est sur une rédaction relativement resserrée. En journaliste, vraiment, il n'y a jamais eu plus de 3 journalistes au sein de Jogging et après des pigistes, c'est-à-dire des journalistes indépendants qui nous proposent des sujets, à qui on commande des sujets. Pour être clair, au mois, le plus difficile dans un magazine comme Jogging, clairement, un magazine qui existe depuis 83, c'est toute la rubrique entraînement. On a l'impression de devoir se réinventer sans arrêt. Faut pas se répéter, mais en même temps, et ça, souvent, ça se répète quand même parce que, au bout d'un moment, c'est de la course à pied. Donc, l'entraînement, voilà, on peut pas réinventer le fil à couper le beurre tous les mois. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros casse-tête. C'est réussir à donner des données pertinentes, à donner des séances, à donner des plans, à donner des idées qui demeurent pertinents, tout en essayant de donner de la nouveauté. Donc, ça va être chercher sur la forme des articles, chercher sur les intervenants, fouiller. Alors ça, c'est mon truc, c'est un peu, entre guillemets, mon passé scientifique, aller dans toutes les dernières recherches scientifiques qui se font, parce qu'il y a énormément de choses qui se font dans le domaine de la course à pied, mais on peut pas échapper au printemps et tout ça, au fameux plan faites votre marathon en 4 heures, au moment de l'été, perdre du poids et tout ça. Après, c'est une question de forme, d'écriture. Mais c'est vraiment se creuser la tête.
Et ça a été d'autant plus prégnant comme situation au moment du confinement. On s'est retrouvé sans aucune course à faire. Donc, on n'allait pas dire aux gens, préparez votre semi, préparez votre 10 km. Non, il n'y en a pas. Donc là, ça a vraiment été une période où il a fallu faire preuve d'imagination. Donc ça, c'est toute la période entraînement. La rubrique entraînement. La rubrique santé, là, pareil, sont les blessures du coureur et tout ça. Donc c'est toujours le but et le même, c'est de ne pas se répéter. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Tout ce qui est TFL, syndrome de l'essuie-glace et tout ça sont des choses qui reviennent. Les problèmes de genoux, tout ce qui est allergie sont des choses qui reviennent au moment du printemps. Voilà. Et les vraies choses qui changent et qui, moi, étaient les choses qui m'intéressaient le plus, c'est toute la partie magazine. Donc là, c'est partir sur des courses, aller voir des gens, des portraits, des interviews. Donc, le rôle du rédacteur en chef, c'est en 1 mois et demi environ avant la parution, avant vraiment le début du travail, c'est de commencer à collecter des idées à droite, à gauche, à discuter avec les journalistes, avec les pigistes, en leur demandant, voilà, toi, qu'est-ce que tu as comme idée, qu'est-ce qu'il y a comme course qui t'intéresserait, qu'est-ce qu'il y a comme coureur que tu aimerais rencontrer. Et voilà. Et on crée ce qu'on appelle un chemin de fer, qui est grosso modo la trame du magazine. On sait qu'on a 100, 116, 132 pages. On sait qu'on a tant de pubs. Et donc, voilà. Donc, on part d'un gros dossier entraînement général. Parfois, je suis parti sur des gros sujets de magazine. Plutôt, ça, c'était vraiment mon truc. Et je pense que c'est vraiment ça. Et ça, on en reparlera peut-être l'avenir de la presse magazine et de la presse running en particulier. Et donc, voilà. Donc, on construit le journal comme ça et on distribue ensuite aux pigistes, aux journalistes en poste, les articles. En tant que rédacteur en chef, j'ai toujours tenu à continuer à écrire beaucoup. Ce n'est pas toujours le cas des rédacteurs en chef qui sont un peu sur un rôle de superviseur, superviseur, voilà, qui distribue. Moi, j'ai toujours tenu à continuer, même si je l'ai un peu moins fait les dernières années, mais à continuer à aller sur des courses, à continuer à aller voir des coureurs, parce que c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Donc, rester dans mon bureau et distribuer les articles à droite à gauche et sans m'en laisser, ça me convenait pas. Alors, on va l'évoquer parce que tu disais avoir déjà de nombreuses années de pratique. On n'a pas évoqué ton parcours de sportif. Le fait d'être à Jogging International, on est obligé de courir. C'était dans le CV, je pense. Oui, c'est mieux. Alors, c'est mieux. Alors, pour être honnête, ça n'a pas toujours été le cas de tous les journalistes de jogging et d'autres journalistes d'autres rédactions running que je connais. Ça m'a toujours un peu étonné, non pas qu'on ne puisse pas parler de course à pied si on ne pratique pas, mais je me dis, arriver dans ce milieu-là, passer 10 heures par jour dans ce milieu-là sans soi-même pratiquer, ça me paraissait un peu étonnant. Donc, moi, mon histoire de course à pied, elle est relativement simple et, j'allais dire banale. J'ai commencé la course à pied tout simplement pour perdre du poids. J'ai toujours eu des soucis de poids. J'ai été pongiste d'assez haut niveau dans ma jeunesse, hernie discale. J'arrête quasiment tout le sport, j'arrête pas de manger. Et donc, j'arrive à un joli poids de 125 kilos. Et donc, je me suis mis à faire à l'époque, on est au début des années 2000, beaucoup de musculation. J'ai perdu beaucoup de poids et que j'ai repris ensuite. Et c'était quasiment à mon arrivée à Chartres. On doit être vers les années 2002, 2003, où je me dis que c'est plus possible. Honnêtement, la course à pied, je détestais ça. Comme beaucoup de monde, je me suis dit, je vais faire de la course à pied pour perdre du poids. Ce qui aujourd'hui est démontré comme n'étant pas la façon la plus efficace de faire. Mais bon, peu importe, pour moi, ça a commencé à marcher. Tu te souviens de ta première séance de course à pied? Oui. Tu as souffert? Il y a un lac à Luisan, qui est une commune à côté de Chartres. J'ai dû faire à peu près un quart du tour du lac. Le lac doit faire 1 km, 1,5 km de long. J'en ai fait un quart. J'ai craché mes poumons. Je suis parti bien trop vite. Je faisais à l'époque encore 110 kilos, sans doute, quelque chose comme ça. Et ça a été juste affreux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je me suis accroché. Et j'ai commencé doucement à perdre du poids, en faisant très attention à la nutrition. C'était en fait le point essentiel, je m'en rendais pas forcément compte. Et je suis passé d'un point où je courais pour maigrir à un point où je me suis mis à maigrir pour pouvoir mieux courir. Donc j'ai complètement inversé le paradigme et je suis devenu totalement accro. Je suis tombé à l'époque à 78 kilos pour 1m88. Et c'est à ce moment-là où j'étais à 12-13 séances par semaine, ce qui était trop. Je m'en rends compte aujourd'hui, mais j'étais complètement drogué. Je travaillais m'arrivais donc à l'Écho républicain à Chartres. Je travaillais en horaire décalé de 13h à 1h du matin.
il m'arrivait de faire une séance le matin et de me faire une séance en revenant du boulot. Donc, il est 1h30 du mat et il n'y avait pas de couvre-feu à l'époque. Et je partais pour une séance, pour un 10 bornes à 1h30 à 2h15, 2h30 du matin avant d'aller me coucher. Tout ça en étant à faire du squash aussi énormément. Donc, on parle de bigorexie, je pense que j'étais C'est ce que j'allais te dire, ouais. Donc, en plein dans cette addiction au sport à outrance. Est-ce que ça t'a desservi? Est-ce que tu as rencontré peut-être des blessures? Oui, alors les blessures à ce moment-là, je fais 78 kilos, je suis relativement léger, j'ai une technique de course qui à l'époque était plutôt pas trop mauvaise, donc non, à l'époque j'ai pas eu trop de blessures. Les blessures paradoxalement sont venues plus tard et on pourra en parler. J'ai bossé à jogging et là ça a été une multiplication des pains comme comme on pourrait dire. Donc voilà, non, à l'époque, et je suis persuadé de faire du bien à mon corps, mais en fait, je suis complètement crevé sans arrêt, sauf quand je cours. Donc je me dis, si je suis pas crevé quand je cours, vaut mieux que je cours le plus possible pour pas être crevé. Sans en me mettant la tête dans le sable, en me disant pas un moment, mais c'est parce que tu cours énormément que tu passes tes journées. Donc je bossais de 13h du matin, mais j'étais en mode zombie à partir de 20h. Il fallait être concentré, ce qu'on appelle faire de rédaction, c'est-à-dire que je relisais tous les textes. Je devais faire la une du journal parfois, etc. Et j'étais dans des états où je m'endormais sur mon clavier. Il y avait mes collègues qui devaient me réveiller. Il y avait une salle de pause où il y avait une méridienne. À l'époque, je me souviens être endormi pendant 1 heure. Mes collègues se demandaient où j'étais mais j'étais complètement sur les genoux à l'époque. Et donc, tu as réussi à prendre un petit peu de recul au fur et à mesure des années, à dire bon là, tu pousses peut-être un petit peu le bouchon trop loin. Nicolas, va falloir modérer un peu la pratique de la course à pied. Ah bah oui, mais de toute façon, quand tu vois que tu dors sans arrêt, que t'as plus d'énergie, et en plus, je faisais tout ça en mangeant grosso modo 1500 calories par jour. Donc voilà, c'était absolument pas sain, et je me suis dit à un moment, c'est pas possible d'être dans des états pareils, et il y a des gens qui doivent se forcer pour aller courir, ce qui était mon cas au début. Là, il a fallu que je me force pour ne pas aller courir. Ça me démangeait, et je me disais non, ce sera 5 sorties par semaine, c'est pas plus. Tu peux aller faire du squash et tout ça, mais privé de course à pied parce que c'est plus possible. Donc il fallait que je retrouve de toute façon un équilibre, parce qu'autrement j'allais droit dans le mur. J'allais droit au burn-out, et il a fallu que je me calme. Mes résultats en course à pied, paradoxalement aussi, malgré mon état, étaient meilleurs en meilleur. Donc voilà, il a fallu que j'accepte de moins m'entraîner, et peut-être que ça se voit un peu sur les chronos, ce qui a été le cas. J'ai repris un peu de poids, les chronos ont pris aussi un peu de poids, et au final, je me suis beaucoup détaché de toute cette performance. Parce que après, faut voir, voilà, j'ai fait un peu plus de 3,10 sur marathon à l'époque, ce qui est par rapport à la dose d'entraînement, en fait, c'était contre-productif. Je pense que si je m'étais moins entraîné, mon objectif ultime qui a été de passer sous les 3 heures, j'aurais peut-être pu y arriver en faisant pas 12, 13, 14 séances par semaine, en m'entraînant de façon raisonnée, ce que j'ai toujours ensuite plaidé dans le jogging. Et quand j'écrivais mes articles dans le jogging, et quand j'interrogeais les entraîneurs, je me rendais compte, mais pendant combien d'années tu as fait n'importe quoi, en étant persuadé de faire bien. Donc, tu validerais l'adage qui dit courir moins pour courir mieux? Ce serait ce que tu appliquerais aujourd'hui? Alors, c'est ce que j'applique de toute façon aujourd'hui par la force des choses. Et en effet, oui, la course. Alors après, il y a différentes approches. Une course au kilométrage, ce qu'on appelle quand on a cette méthode LSD. Alors rien à voir avec la drogue, le long slow distance, qui est de courir beaucoup, de faire beaucoup de kilomètres, mais de façon raisonnée, en sachant où on va et en le faisant de façon relativement lente. C'est une méthode que j'ai employée après et qui marche parfaitement bien. Après, faire plutôt du qualitatif plus que du quantitatif, c'est aussi une méthode que j'ai essayée et qui, moi, au final, me convient mieux et qui, en effet, convient parfaitement à un certain nombre de coureurs. Ça, c'est aussi ce que j'ai appris chez Jogging au fur et à mesure, c'est qu'il n'y a pas une méthode pour tout le monde. Alors, ça peut paraître paradoxal quand on se retrouve à faire des plans d'entraînement forcément un peu génériques, mais un coureur doit, au fur et à mesure des années, se connaître, savoir ce qui lui va, savoir ce qui ne lui va pas. Il y a peut-être des personnes qui, en faisant 14, 15 séances par semaine, en se mettant minable à chaque fois et tout ça, vont être très bien, vont être en excellente santé, vont faire des perfs et tout ça. Ce n'est absolument pas mon cas. Donc, c'est vraiment une personnalisation et c'est l'importance d'avoir un coach. Et je pense, un magazine peut être un coach, mais c'est vrai que si on peut avoir les moyens et le temps d'avoir un entraîneur
personnel qui te connaît et qui sait où il va, c'est quand même, faut pas dire le contraire, c'est mieux, c'est évident. C'est ce qui permet justement de doser la dose, C'est ce qui permet justement d'ajuster le bon curseur et de ne pas tomber justement sur un état de fatigue ou sur un surentraînement. Est-ce que tu as expérimenté durant ta pratique des courses officielles? Tu ne courais pas que pour le plaisir. Tu avais, tu le disais, des objectifs avec un chrono sur marathon aux environs de 3h10. Est-ce que tu as expérimenté tout de suite le marathon ou est-ce que tu es passé progressivement par des courses type 5, 10 km, semi-marathon, avant de te lancer sur la distance reine? Alors ça, oui. Là, pour le coup, j'ai été très progressif de toute façon par la force des choses. Quand on commence à 110 kilos, un marathon, pour moi, c'était quelque chose, ça relevait du fantasme pur. Donc, je me souviens très bien de ma toute première course à Chartres. C'était ce qu'on appelait à l'époque les foulées des tertres. Il faut savoir que Chartres, c'est simple, il y a une base ville, il y a une ville haute avec la cathédrale en haut qu'on voit depuis la Beauce à 400 km à la ronde. Et donc, le but, c'était simplement de partir de la base ville, de monter en haute ville, de redescendre, de remonter, de redescendre, de remonter. Ça faisait 3,5 km. C'était, et on prenait ce qu'on appelait les tertres, qui sont les rues, en fait, qui montent de la base ville à la haute ville. Et ça a été l'enfer sur terre pour moi. C'était un contre-la-montre. Je me faisais doubler de partout. Les gens, ils partaient toutes les 30 secondes. Je crois bien qu'il y a les personnes qui partaient 5 minutes derrière moi qui m'ont rattrapé au bout de 2 kilomètres. Donc voilà. Donc je me suis très vite rendu compte, et c'est pour ça que je me suis mis à m'entraîner bien plus, que fallait que je fasse quelque chose. Donc des 5 kilomètres, je n'en ai pas fait, mais par contre, oui, j'ai évolué doucement, 10 kilomètres, semi, et en fait, entre le semi et le marathon, j'ai découvert aussi le trail, qui était quelque chose qui commençait vraiment à prendre son essor à l'époque. On est dans les années 2005-2006. Ça, quand on commençait à en parler, on appelait ça plus course naturelle à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a un peu freiné dans ma quête de marathon au début, parce que je me suis mis à courir beaucoup en nature, à faire beaucoup de rando-courses. À Chartres, j'étais pas loin de la vallée de Chevreuse, donc vers Rambouillet, forêt de Rambouillet. Donc, je filais en voiture, je me faisais des 30-40 km en mode rando-course. Et c'est vrai que je suis passé ensuite au marathon. Mon premier, que je dise pas de bêtises, mon premier marathon, c'est ce que je dis, c'est un semi-marathon. En fait, je dis toujours que j'ai fait 2h05 à mon premier marathon, mais c'est juste que je me suis arrêté à la moitié à l'époque. C'était le marathon de Paris, qui doit être 2006 de mémoire, où, pareil, pas entraîné, pas préparé. Voilà. Et ensuite, je me suis mis à faire des vrais prépas marathons. J'ai intégré à l'époque un club FFA. Ça a duré qu'une seule année parce que l'ambiance me convenait pas, mais malgré tout, ça m'a permis vraiment de commencer à comprendre en quoi consistait un entraînement structuré. Et je me suis mis à partir de 2007 vraiment à faire plus que des signes et des marathons. J'ai fait très peu de 10 km. J'en ai fait un peu plus récemment avec ma compagne qui s'est mise à courir. Donc, on en a fait ensemble. Mais c'est vrai que j'ai depuis sur route, c'est plutôt semi et marathon. Mais aujourd'hui, mon programme, pour peu que les courses reprennent, est essentiellement constitué de trail, c'est vrai. Et en termes de marathon, tu en as quand même quelques-uns à ton actif. Quel serait celui qui t'a laissé le meilleur souvenir, ce soit peut-être la ville, ce soit l'ambiance ou le chrono? Quel est celui qui aujourd'hui te fait le plus vibrer et pour lequel tu as encore de très très bons souvenirs? Alors c'est celui où j'ai établi mon record, et c'est pas un marathon français, c'est San Francisco. C'est San Francisco parce que c'est une ville dont je suis amoureux. C'est une ville que j'ai découvert. Je me suis dit, c'est là où j'aimerais habiter aujourd'hui. Alors, a priori, j'ai vu des reportages récents, c'est plus si angélique que ça, mais voilà, c'est un marathon, on pourrait se dire, qui est très compliqué, parce qu'on se dit San Francisco, pareil, ce sont les collines et tout ça. Il se trouve que le marathon évite de passer vraiment dans l'hypercentre, donc c'est plus du faux plat montant sur toute la première partie, le premier semi, et du faux plat descendant sur le deuxième semi, ce qui est vraiment un très très bon profil, parce que passer le semi et avoir quasiment 20 km en faux plat descendant, c'est quand même que du bonheur. Donc voilà, donc c'est vraiment le marathon. Si je devais en refaire un aujourd'hui, c'est celui-là que je referais sans aucun problème. Et au niveau des trails, tu serais sur quel type de distance? À peu près l'équivalent du marathon ou avec peut-être un petit peu plus de kilomètres? Alors, aujourd'hui, j'ai dit clairement à ma compagne, si tu me vois m'inscrire à un truc de plus de 80 km, tu me coupes les bras, tu me coupes la connexion Internet, tu arrêtes. J'ai fait de l'ultra.
c'est quelque chose, en fait, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, parce que je me disais, tout trailer doit faire de l'ultra. Et en fait, c'est quelque chose que je n'aime pas, qui n'est pas fait pour moi, parce que c'est simple, à partir du 80-90e kilomètre, j'arrive plus à m'alimenter, je n'arrive plus à boire. Donc, je termine à chaque fois que j'en ai fait, j'en ai pas fait énormément, hein, j'en ai pu faire 5 ultras, j'en ai terminé 3. Mais je termine dans des états où pendant un mois, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Donc, ça fait un certain nombre d'années que j'ai pas fait d'ultra. Aujourd'hui, vraiment, ma distance de prédilection sur un trail, ça va aller entre 20 et 50. Ce sont vraiment des distances qui me conviennent, où je me sens bien, où je prends du plaisir de bout en bout. J'ai plus envie, en fait, cette no pain, no gain, c'est pas pour moi. Je comprends qu'il y en ait qui veulent aller voir ce qui se passe au-delà de la douleur physique, où leur corps peut aller. Moi, me retrouver avec des ampoules de la taille de ma main, ne plus pouvoir manger, me retrouver à tourner de l'œil et tout ça. Et c'est pour ça que, alors à jogging, on se moquait de moi souvent. On me demandait le lundi, alors à quelle course t'as abandonné hier? Parce que je me suis mis à accepter l'abandon. J'ai multiplié un peu les blessures et je me suis dit, je ne pousserai plus mon corps au-delà de ce qu'il peut faire. Alors, il y en a qui diront, ouais, t'es pas un vrai coureur et tout ça, mais voilà, je préserve mon corps. J'ai aujourd'hui 42 ans. J'ai pas envie de, comme je vois certains coureurs de 50, 60 ans, être complètement cassé, multiplier les opérations. J'ai fait énormément de bêtises dans ma carrière de coureur. J'ai couru des trails de 50 bornes en m'étant fait une entorse au bout de 100 mètres. Ça m'est arrivé une fois. J'ai pas pu courir pendant 3 mois. J'ai couru un marathon en relais avec une déchirure à l'ischio-jambier. C'était une simple élongation. Je me suis déchiré l'ischio. Donc, des bêtises, j'en ai faites. Donc, c'est terminé. Et aujourd'hui, je cours. C'est uniquement pour le plaisir. Je cours même plus après la perf. Derrière la tête, je me dis, si je pouvais refaire un petit marathon en moins de 3,20, 3,30, ce serait sympa. Mais aujourd'hui, et surtout depuis que j'ai quitté le jogging, c'est vrai que j'ai retrouvé le plaisir pur de courir. Et donc voilà. Donc, ouais, pour répondre à ta question, les trails, pas plus de 50, 60 bornes, je cherche plus à aller voir ce qu'il y a au-delà. Donc, une pratique plus raisonnée avec la possibilité de courir en permanence sans qu'il y ait ces grosses coupures ou ces phases de blessures qui peuvent être aussi pour le moral. Alors peut-être que tu l'as ressenti par rapport à ton métier, par rapport au retour que tu avais des lecteurs. Est-ce que des coureurs qui ne courent pas sont vraiment exécrables? Enfin, moi, je sais, pour avoir connu la blessure, que je suis un peu comme un lion en cage et mon épouse me dit, mais va courir, ça va te faire le plus grand bien. Donc, ça joue sur le moral malgré tout. Enfin, on est quand même dans ce besoin de sortir. Il faut que ça reste un plaisir, effectivement. Oui, il y a cette dépendance alors qui est expliquée par différents phénomènes. Il y a en particulier les phénomènes hormonaux, donc les fameuses hormones de plaisir, et il y a un phénomène de manque. Et c'est vrai que quand on est blessé, moi, pendant de nombreuses années, j'étais blessé, je m'en fichais, je continuais à courir. J'ai couru avec une hernie discale qui me provoquait des douleurs pas possibles au dos. Je courais à 8 km/h, mais j'allais courir. J'ai connu un journaliste, je ne citerai pas son nom, mais qui a quand même couru pendant un certain temps alors qu'il avait une hanche mais complètement foutue en l'air. J'ai couru le début d'un marathon de Prague avec lui, dans le marathon de Prague, pardon, avec lui, et il m'a dit, oh là là, j'ai encore cette tendinite à la hanche et tout ça. Il se trouvait qu'en fait, il avait plus de cartilage au niveau des os de la hanche, et donc on se cache la réalité. Il y a la douleur, on ne veut pas l'écouter, et c'est vrai que quand vraiment j'étais alité, parce que ça m'est arrivé à cause des douleurs au dos et que je ne pouvais pas courir, on passe par en fait en effet des phases d'irritabilité, des phases quasiment de déprime. Et ça aussi, j'ai appris à m'en détacher. Apprendre à courir, c'est aussi important. Apprendre à ne pas courir est aussi important que d'apprendre à courir. Il faut savoir, prendre le temps, accepter de se dire, je peux pas courir, il ne faut pas que je cours. Mais c'est vrai que je connais de nombreux coureurs qui, on parlait d'orexie tout à l'heure, et c'est une réalité. Moi, que ce soit certains pigistes avec qui j'ai pu discuter, des coureurs que j'ai pu interviewer. C'est une population qui est vraiment en manque quand elle ne peut pas courir. Alors après, je me suis rendu compte aussi que ça disparaissait relativement vite. Il y a eu des blessures qui m'ont éloigné de la course à pied pendant 2-3 mois. Grosso modo, au bout d'un mois et demi, j'avais plus ce manque. Mais quand même, pendant un mois et demi, ça continue
à titiller. Et j'ai toujours eu un peu ce caractère aussi à faire des choses comme ça. Quand j'étais pongiste, il m'est arrivé d'aller à des tournois de tennis de table avec une jambe dans le plâtre. Donc, j'ai toujours eu ça. Je parlais la transmartinique, donc grosse entorse au bout de 100 mètres. Et ben, je faisais le 50 km. J'ai terminé le 50 km en me disant ça va passer, ça va passer. J'enlève la chaussure à l'arrivée. J'avais la cheville verte et violette qui avait doublé de volume. Même chose sur un trail en vallée de Chevreuse où les secours, quand j'enlève ma chaussure à l'arrivée, je vais être un peu vulgaire, mais le secouriste me dit mais monsieur, vous êtes complètement con. Il m'a dit c'est inimaginable. On va prendre le marathon de Londres, qui doit être 2016-2017, année de canicule. Je pars bien trop vite. Je dois partir en 3,50 au kill sur le premier semi, qui était une allure bien trop rapide. Je m'écroule au semi. Je voulais repartir. Le médecin m'a arraché mon dossard. Il m'a dit non, stop. Donc, tout ça, toutes les bêtises qu'on peut faire en course à pied, je les ai faites. C'est à longueur d'article de ne pas les faire, mais bon, cordonnier, plus mal chaussé. Voilà. Mais avec l'âge, tu deviens raisonnable et tu as su justement tenir compte de toutes ces péripéties, blessures et anecdotes que tu viens d'évoquer dans l'épisode. Bah oui, de toute façon, quand on passe comme moi 2 années, grosso modo 2018-2020, à ne jamais courir sans aucune douleur, à un moment on se dit non, mais c'est pas possible quoi. J'avais des tendinopathies aux 2 tendons d'Achille, j'avais des grosses boules au niveau des tendons d'Achille. Le matin, je me levais, je hurlais pas de douleur, mais j'avais super mal aux 2 tendons et pourtant j'allais courir, j'allais au squash, je continuais. Et à un moment, je me dis mais mon corps, ça va lâcher de toutes parts. J'ai pas écouté mon corps quand j'ai eu cette déchirure à l'ischio-jambier. Aujourd'hui, j'ai une grosse, je suis même pas allé chez le kiné ni chez le médecin. J'ai une grosse boule derrière l'ischio qui se réveille de temps en temps. J'ai une cheville, je me suis fait 8 entorses à la cheville. J'ai une cheville qui est hyper laxe. Voilà. Donc, tout ça, toutes les bêtises à faire, je les ai faites. Aujourd'hui, je me dis, si je veux préserver mon corps un minimum et être encore en mesure de courir à 50, 60, 70 ans, parce que c'est quand même mon objectif, courir ou continuer à faire du sport, je peux pas continuer à maltraiter mon corps de la sorte. Est-ce que tu penses que ton métier de journaliste et tes responsabilités au sein de Jogging ont pu influer par le côté stressant, le côté très exigeant de cette profession sur ton corps, qui t'aurait envoyé des signaux peut-être avec ces différents bobos, ou est-ce que tu ne l'analyses pas de cette façon-là? Alors, c'est pas tout à fait de cette façon-là, en fait. Le métier en tant que tel est pas un métier, les responsabilités, c'est pas un métier stressant. On est sur un format mensuel, on a le temps, on n'a jamais été à la bourre, on est un peu stressé par les ventes, par la pub, parce que ça, c'est naturel, mais voilà. Là où ça m'a joué des tours, c'est en particulier sur les tests chaussures. Quand on teste 3-4 chaussures par mois, changer de chaussures comme ça, passer de drop 0 à drop 12, passer d'une minimaliste à une maximaliste, passer d'une chaussure de trail à une chaussure de route. Voilà. Donc ça, en particulier, je sais que mes tendinopathies s'expliquent sans doute par le fait que je me suis mis à tester beaucoup de drop 0. Donc sans faire de phase d'adaptation, je suis passé, quand j'étais lourd, j'étais un adepte d'Asics Nimbus, de Saucony, les chaussures avec des semelles épaisses comme c'est pas permis et des drops de 12-13 mm. Je suis passé quasiment du jour au lendemain à du 0 mm, à du 2-3 au début, puis 0. J'ai pas fait du tout de transition. Donc voilà, le fait de, grosso modo, d'être obligé de courir, parce que pour tester, il fallait que je cours. Donc là, pour le coup, même quand mon corps me disait non, tu peux plus, t'es fatigué, tout ça, bah ouais, mais les chaussures, elles vont pas se tester toutes seules. Les courses, les reportages, faut que j'y aille. Donc je partais sur des marathons. Parce que mon but sur un reportage, ça a toujours été de courir la course, que ce soit marathon ou... Et de la vivre de l'intérieur, finalement, d'être vraiment acteur de la course. Mais il faut voir qu'au début de Jogging, je faisais grosso modo 2 reportages de course par mois. 1 à 2 reportages, donc ça voulait dire 1 ou 2 cours. Et peu importe ce que c'était, ça pouvait être un semi, ça pouvait être un trail de 50, 60 et tout ça. Et j'avais aucune préparation, en fait. Tu peux pas te préparer dans le même mois un marathon, un trail de 20 km, pour le mois suivant faire un 10. C'est pas faisable. Donc, c'est des épreuves pour lesquelles j'étais absolument pas préparé. J'ai assez vite abandonné l'idée de faire des records personnels quand j'étais à Jogging, parce que j'ai multiplié les courses au format divers et variés. Donc, voilà. Et donc, mon corps, à un moment, oui, m'a dit, voilà, tu fais n'importe quoi. Alors, en plus, il y a toujours cette pression de se dire, t'es rédacteur en chef ou t'es rédacteur à Jogging. Il y a certaines personnes qui te reconnaissent un peu, qui viennent te parler et tout ça. Donc, t'as pas envie, grosso modo, de faire ton marathon en 4 heures, 4 heures et demie, parce que voilà, tu te dis, c'est idiot.
C'est pas parce que voilà, tu peux être journaliste à jogging et courir ton marathon en 6 heures. Si tu sais bien interroger les gens, si tu sais bien parler de la discipline, il n'y a aucune honte et il n'y a aucun souci à faire ça. Mais j'avais toujours dans cette idée quand même. Donc, je courais les courses plus vite que je n'aurais dû. En tout cas, les premières moitiés. Parfois, la deuxième moitié, ça devenait un peu plus compliqué. Mais voilà. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait que oui, j'ai multiplié. Donc, des problèmes aux ischios, des problèmes de genoux, des problèmes, surtout au tendon d'Achille, donc au mollet, j'ai des déchirures au mollet. Donc, voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, alors que je ne suis plus à jogging, c'est maintenant que je retrouve la course à pied, entre guillemets, raisonnable. Cet arrêt, on va dire, de la profession et du rôle de rédacteur en chef, t'es salutaire pour retrouver le plaisir et une course qui soit de meilleure qualité, je dirais, avec un planning que tu choisis sans avoir ces objectifs qui vont se positionner sur ton calendrier. Alors, il se trouve que par la force des choses, là, en ce moment, les objectifs, de toute façon, même si j'en voulais, il n'y en aurait pas. Mais oui, et tu as parlé de notion de plaisir, c'est là aussi paradoxal. J'ai retrouvé cette notion de plaisir de courir. Je me refais un programme et je retrouve vraiment ce plaisir de courir et de ne pas me dire, grosso modo, j'ai une Saucony, j'ai une Running à tester, il faut que je sorte courir à tout prix parce que je peux pas tester une chaussure en faisant que 5 km avec. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai de nouveau, en effet, ce plaisir de courir et de courir à mon rythme, avec mes envies, et en me disant que je peux de nouveau, quand les courses vont recommencer, j'ai déjà des objectifs en tête, mais me refaire un vrai programme raisonné de course à pied en ayant 2 objectifs sur l'année de façon tout à fait raisonnable. Alors, tu évoquais le côté testing de chaussures et de matériel qui est très présent donc dans le magazine Jogging International. Est-ce que c'est vous, en tant que rédacteur en chef et journaliste, qui allez chercher les produits, ou est-ce qu'on vous les propose et vous avez, on va dire, un comité de sélection qui va choisir mois après mois les chaussures à tester? Est-ce qu'il y a une impartialité ou est-ce qu'on vous force un petit peu la main? Alors, je vais être tout à fait transparent. Déjà, sur le choix du matériel. Alors, c'est principalement chaussures, pas mal de montres également. Et tout. Ça peut aller dans les deux sens. Soit on a une thématique sur un certain mois, on se dit, on va tester 5 montres GPS spécialisées trail. Dans ces cas-là, on passe des coups de fil, on a tous les contacts, Garmin, Suunto, des agences de presse ou chez Garmin directement, par exemple. Donc, on leur demande, on aimerait faire ça. Est-ce que la Phoenix 6 est disponible? Est-ce que la Suunto 9 est dispo? On nous les envoie. Après, on reçoit des communiqués de presse nous disant, il y a la nouvelle ASICS qui est sortie, la nouvelle Saucony, la nouvelle Nike. Est-ce que ça vous intéresse de tester? Et après, on voit en fonction. Faut pas. J'ai eu un défaut au début de mon rôle de rédacteur en chef, c'était de dire oui à tout. C'est-à-dire, on nous disait, il y a ça qui est sorti, et on s'est retrouvé avec des tonnes de matériel, et donc on se retrouvait à certains mois à devoir faire 18 tests chaussures. Alors, on les faisait en petit, etc. Au fur et à mesure, je suis devenu un peu plus raisonnable en apprenant à dire non. Mais voilà. Tu évoquais un peu à mots couverts les potentielles pressions commerciales, j'allais dire que les marques pourraient exercer pour offrir une visibilité. Alors, de façon claire, de toute façon, moi, toutes les marques, je les ai toujours traitées de façon équivalente. C'est-à-dire qu'elles prennent de la pub à jogging, qu'elles ne prennent pas de pub, c'est pas mon métier. Il y a 2 métiers au sein d'un groupe de presse en particulier. Il y a un métier de commercial qui va vendre de la pub, qui va aller voir Nike, ASICS, Saucony, leur dire est-ce que vous voulez passer une page de pub, un post Facebook et tout ça. Et j'ai toujours tenu à être totalement imperméable. Ça n'a aucun lien. Donc, je dis, mais il se peut, par exemple, que le mec parce que ça a été à la fin de jogging un homme de la pub, me dise on a telle marque de sac à dos qui veut nous prendre de la pub. Est-ce que tu pourrais tester? Je dis, dans l'absolu, c'est une nouvelle marque, ça peut être intéressant, je teste. Mais par contre, si le produit est mauvais, je me laisse le droit de le dessouder. Et j'ai un souvenir, c'est 2013, c'est ma première année chez Jogging. Je vais citer la marque parce que c'est pas un souci. Il y a Reebok qui ressort des modèles pump. Et donc, de mémoire, ça devait s'appeler la Z-Pump, chaussure de course à pied. Je la teste. J'aime pas du tout. Mais vraiment, absolument pas du tout, au point que je me dis, je vais peut-être pas passer le test parce que vraiment, je vais la dessouder. Et je parle un peu à d'autres journalistes, d'autres magazines en disant, tu l'as reçu? Ouais, et ils disent la même chose. La chaussure est vraiment, vraiment pas bonne et tout ça. Bon, allez, je passe le test et vraiment, je n'ai jamais mis d'aussi mauvaise note à une chaussure au long de mes 8 ans à jogging. On a ça.
Et je découvre dans le magazine, parce que j'étais pas au courant, à l'époque, je m'intéressais pas du tout au côté commercial, qu'on a 5 pages de publi-reportage pour la Z-Pump, 3 pages après mon test. Donc, il y avait un petit décalage là. Oui, mais je me dis aussi, c'est une preuve d'impartialité. On a le test qui dit la chaussure n'est ni faite ni à faire. Et d'ailleurs, chez Reebok, on l'a dit à l'époque, on a dit oui, il y a eu un ratage. Et derrière, quelques pages plus tard, on a 5 pages avec, à l'époque, des influenceurs. C'était le début vraiment, en 2013-2014, on a des blogueurs, on n'a pas encore Instagram, mais ça commence à arriver un peu, qui nous disent combien cette chaussure est formidable, combien elle est lookée, tout ça. Elle était très belle, hein, mais pour courir, c'était non. Et donc, voilà, moi, j'ai toujours dit, quand on m'a dit, ouais, mais vous avez des pressions, les journalistes et tout ça, j'aurais dit, moi, mon salaire, en fin de mois, qu'on vende 18 pages de pub ou 2 pages de pub, mon salaire ne changera pas. Voilà, c'est le boulot du commercial de vendre de la pub. Moi, mon boulot, c'est d'essayer la chaussure et de dire, elle est bonne, elle est pas bonne. Après, sur des critères qui sont parfois subjectifs, ça aussi, c'est un peu la difficulté sur le test chaussure, mais ça, on a affiné les protocoles au fur et à mesure. Mais de se dire, voilà, moi, mon boulot, c'était de dire ce que je pense vraiment de la chaussure, ce que d'autres personnes pensent de la chaussure, pour que le lecteur, au bout d'un moment, si on se retrouve à voir que des chaussures qu'on 10 sur 10 partout, c'est ce que j'appelle les tests école des fans pour les plus anciens d'entre nous, c'est-à-dire tout le monde avait 10 à la fin, tu pouvais chanter de façon horrible, tu avais quand même 10 sur 10. Bah là, non, si une chaussure a des problèmes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un problème d'adhérence sur une chaussure de trail, c'est mon métier de le dire. Si je dis que c'est formidable que le lecteur achète une paire de chaussures, 2 paires de chaussures, ou sur les conseils de jogging, finalement, il dit, mais c'est pas possible. Il me dit qu'elle a une accroche formidable et moi, je me suis cassé la figure 4 fois, on perd en crédibilité. Donc, c'est absolument pas notre intérêt. Et est-ce que dans ces testings, vous aviez une méthodologie, c'est-à-dire que tant sur l'apparence que sur les matériaux utilisés, sur la durée du test, est-ce que au vu du nombre de chaussures et de sollicitations que vous pouviez recevoir, vous aviez suffisamment de temps, ou est-ce que vous faisiez appel à des personnes extérieures pour avoir un petit peu ce retour par rapport à différents modèles? Comment se passe un testing en fait? Alors moi, c'est quelque chose que j'ai découvert forcément en arrivant à jogging. Je m'étais jamais trop posé la question. J'étais lecteur de jogging avant d'y arriver et je m'étais jamais trop demandé comment se faisaient les tests. Je lisais, je me disais ouais, ça a l'air pas mal et tout ça. J'achetais la paire, ça en général ça passait. Faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui en particulier, trouver des très mauvaises paires de chaussures de course à pied, ça devient compliqué. Heureusement, il y a des paires qui conviennent à certaines personnes, d'autres pas, mais voilà. La méthodologie, en fait, il y a un certain nombre d'années, de jogging utilisait des labos de biomécanique. C'est-à-dire, c'est simple, hein, il y avait le testeur qui testait, et ensuite, la chaussure était déconstruite. Elle était découpée et tout ça avec des engins, comme peuvent le faire aujourd'hui les marques quand elles produisent des chaussures. Elles les testent avec des chaussures qui courent toutes seules dans l'eau pour tester l'imperméabilité, pour tester l'usure et tout ça. Économiquement, c'est devenu une impossibilité pour le jogging assez rapidement. Donc, il a fallu en effet mettre au point des protocoles. Au début, je suis arrivé, moi, mes premiers tests, ça a été complètement à l'aveugle. Hein. J'arrive, on me demande alors l'amorti, alors la stabilité, tout ça. J'avais aucune idée. J'ai pas fait de test les 6 premiers mois. Je me suis mis à tester pour moi, mais je n'ai pas écrit de test parce que c'était pas possible. Et donc, moi, je me suis mis à avoir des protocoles. Quand j'habitais à Chartres et à Tours, j'avais des parcours tests, en fait. Des parcours tests pour les modèles route, des parcours tests pour les modèles trail, avec toujours, ça me permettait vraiment d'étalonner, de voir. Et au fur et à mesure, de toute façon, ça s'affine. Ta perception des choses s'affine. Plus tu testes de chaussures, plus tu te rends compte en amorti, en qualité de dynamisme, tu t'en rends compte. Et j'ai assez vite aussi mis au point une stratégie, entre guillemets, qui, je pense, a fait ses preuves, c'est que j'ai deux copains qui font tous les deux comme moi du 44, un qui fait pas loin de 130 kilos et qui doit faire 5 heures, 5 heures et demie sur marathon, et un autre qui fait 62 kilos et qui fait moins de 35 sur 10 bornes. Et c'est des personnes, à chaque fois que je testais, je leur prêtais également les chaussures. Et donc, j'avais sur tour croisé, on était 3, moi, coureur, j'allais dire moyen, un coureur très performant et un coureur qui, du fait de son poids, n'est forcément, et c'est le premier, il le dira lui-même, qui n'était pas très performant. Donc, j'avais tout cet éventail qui me permettait également de dire cette chaussure, pour un coureur performant, c'est vraiment bien.
si tu fais plus de 80 kilos, t'es vite, quoi. Il y a zéro amorti. Il faut avoir vraiment une très très bonne technique. C'est vraiment pour une attaque avant-pied. Donc si tu talonnes comme un goré, comme moi je pouvais le faire auparavant, et que tu fais plus de 90 kilos, tu vas éviter de prendre ce modèle-là. Donc il y a eu tout c'est l'approche la plus entre guillemets scientifique que j'ai pu trouver. Après, faut être clair, on est sur quand même une dose de perception. Quand on met une chaussure, il y a une part de subjectif. Moi, je sais qu'il y a certaines marques que j'adore, d'autres que je n'aime pas. Il fallait que je me sorte ça aussi de la tête en essayant d'être le plus objectif possible. J'ai longtemps été également journaliste musical. Quand on écoute un CD, c'est la même chose. On ne peut pas uniquement se baser sur ses goûts. Si la production est bonne, si les mélodies sont bonnes et tout ça, à un moment, faut aussi le dire. Faut pas dire, moi, Nicolas Gardon, je n'aime pas ce style musical, donc je vais le décider. Donc, il y a certains modèles de chaussures. Moi, aujourd'hui, les chaussures qui présentent du 10-12 mm de drop, en général, ça me convient plus. J'ai évolué dans ma technique de course, elle s'est améliorée, mais je continuais à tester des chaussures comme ça et en me disant, c'est pas pour moi, mais savoir dire, si tu fais 90 kilos, si tu talonnes, si tu vises plus de 4 heures sur marathon et tout ça, oui, pars sur la Zix Nimbus, elle est très bien, elle sera faite pour toi. Elle est aujourd'hui pas faite pour moi, mais voilà. Donc, c'est au fur et à mesure des années, avec l'expérience, que tu arrives à percevoir cette différence et à savoir pour qui est faite la chaussure, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, aujourd'hui, toutes les chaussures doivent potentiellement trouver leur public. Ça fait très longtemps que j'ai pas chaussé une chaussure en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas possible. Là, j'ai pas de mémoire dans les 2-3 dernières années. J'ai pas de mémoire. S'il y a une chaussure de trail qui devait faire 500 grammes la chaussure, c'était des sabots. Là, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais à part ça, non, il n'y a pas de, voilà. Et sur ces différentes approches, des chaussures maximalistes, minimalistes, l'attaque talon, l'attaque médio, avant-pied, c'est des sujets qui reviennent de façon très fréquente. Est-ce que y a une tendance qui se dégage? Est-ce que tu as vu une évolution dans cette méthodologie de la course à pied? Est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui dans du minimalisme? Est-ce que l'attaque médio ou avant-pied est la plus adaptée? Comment tu le vois, toi, avec ton expérience de jogging depuis quelques années? Alors, pour citer un chanteur très célèbre français, je vais dire ça s'en va et ça revient. Je suis arrivé donc à jogging en 2013 et on a commencé à énormément parler de minimalisme. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'utilise quasiment plus dans le milieu. On préfère parler de courir naturel. Donc, vraiment, avec des drops faibles, avec des attaques plutôt avant-pied, tout ça. Et c'est vrai que ça, à un moment, on en a entendu énormément parler. Il y a eu l'influence en particulier de la clinique du coureur, Blaise Dubois, canadien, qui fait du très, très bon boulot à expliquer la biomécanique. Le truc dont je me suis rendu compte en interrogeant des coureurs, en parlant avec énormément de coureurs qui avaient des attaques très, très différentes et tout, c'est que c'est comme pour les chaussures. Pour moi, alors après, ça reste un avis, mais quand même qui me semble pas mal étayé, c'est que chaque coureur a aussi, si tu attaques du talon sans arrêt, que tu fais des perfs comme ça, que tu te sens bien, que tu ne te blesses pas, il ne sert à rien de se dire ouais mais aujourd'hui il faut attaquer avant-pied, je vais me mettre à prendre du 0 mm, à attaquer avant-pied parce que voilà à bosser pour ça. Non. Alors là je pense que la clinique de coureur me tomberait dessus parce que eux ont plutôt un discours qui dit voilà l'attaque avant-pied et l'attaque naturelle c'est celle que tu fais quand tu es pieds nus forcément et les chaussures ne font qu'amortir et grosso modo te détache de cette perception voilà de la foulée naturelle, de cette perception et de la foulée naturelle. Moi, je suis passé vraiment. Je vois les premières photos, les premières vidéos. Je courais, je talonnais, mais enfin, je vois l'état de mes chaussures de l'époque, c'était affreux. Je suis passé de façon assez naturelle à une attaque qui est plus avant-pied. J'ai musclé toute la chaîne postérieure pour ça, mais ça s'est fait de façon naturelle. Mais voilà, il y a eu toute cette tendance et qui commence à redescendre un peu. On en a moins entendu parler au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a fait 2015-2016, on faisait énormément d'articles sur l'attaque avant, médio, sur ces
sur ces chaussures avec moins d'amorti. On nous disait l'amorti tue la course à pied, donc faut vraiment voilà. Et les marques s'y sont mises aussi. On avait énormément de chaussures entre guillemets minimalistes et tout ça. Aujourd'hui, on est sur une tendance où on va avoir beaucoup de chaussures et même par exemple une marque qui ne faisait que du 10-12 mm comme Kalenji, qui s'appelle aujourd'hui Keep Run, ou bien Evadict pour leurs chaussures de trail. Aujourd'hui, on se retrouve avec des chaussures où ils ont du 4, 5, 6 mm, par exemple, de drop. Et c'est une tendance que j'ai trouvée qui n'est pas forcément de tomber sur 0, 1, 2 mm, mais vraiment réduire un peu le drop. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, on avait 12, 13 mm chez Saucony, chez ASICS, on avait énormément de modèles. Aujourd'hui, on a pas mal de modèles qui seront, on dira, ouais, entre 5 et 8 mm, qui est un peu un entre-deux qui me paraît pas trop mal, qui est pas trop exigeant, donc qui permet à des gens qui talonnent de commencer un peu à tâter un peu des choses avec des chaussures un peu plus légères, des chaussures un peu plus près du sol, etc. Mais voilà, je pense que c'est un bon compromis. Mais voilà, mais encore une fois, si tu cours comme un bus avec 10-12 mm de drop, que tu es content avec tes 3h30 sur marathon et que tu continues à talonner, même si tes copains se foutent de toi quand ils voient à quoi ressemble ta foulée, va pas t'embêter. Si tu te blesses pas et tout ça, ce serait pour moi un non-sens de se forcer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en passant très vite à du drop très réduit. Je me suis retrouvé à avoir les mollets détruits, à avoir les tendons d'Achille qui n'aimaient pas ça, parce que par la force des choses, un tendon, quand plus tu réduis le drop, plus tu as de tension sur le tendon, et donc forcément, tu te retrouves à avoir des soucis comme j'ai pu avoir. Ce que disait Bruno, mon podologue qui est intervenu sur le podcast, si la pratique actuelle, les chaussures actuelles n'impactent pas par des blessures, par des douleurs, autant garder cette ligne de conduite et ne rien changer. Et cet effet de mode, oui, je trouve, est en train de passer petit à petit, mais il faut, si certains le souhaitent le faire, beaucoup de pédagogie et beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est un petit peu la problématique de nos sociétés, c'est qu'on veut aller très très vite sur ces changements, et ça demande beaucoup d'apprentissage, et tu l'as dit, de travailler sur la chaîne postérieure, de renforcer toutes ces zones, que ce soit les mollets, les cuisses et les tendons qui souffrent si on les brusque un peu trop rapidement. Et les fessiers. Quelqu'un qui a testé une foulée avant-pied et pour la première fois se retrouvera le lendemain, je me souviens quasiment de crampes aux fessiers. Ça ne m'était jamais arrivé, me réveiller au milieu de la nuit comme ça. Et c'est pour ça que je redis, la clinique du coureur, Blaise Dubois, fait vraiment un très très bon boulot sur ça pour expliquer. Il a un petit livre sur cette transition. Si on veut y aller, parce qu'on sent qu'on a atteint un plafond au niveau de sa pratique et qu'on sent qu'on aimerait arriver à une foulée avant-pied, tout ça, les bouquins de Blaise Dubois sont vraiment très très bien, très très pédagogiques pour expliquer comment arriver justement à cette foulée avant-pied. Si on y tient et si on sent que ça peut améliorer les choses. Au niveau, Nicolas, de ton expérience et des rencontres que tu as pu avoir au sein de Jogging International par ton poste, en contact avec des entraîneurs, avec des athlètes, quelle est celle ou quelles sont celles, s'il y en a plusieurs, qui t'ont le plus marqué et tu dis, là, j'ai vraiment vécu un bon moment avec cet athlète, cet entraîneur ou cette personnalité? Alors moi, il y a un coureur qui me marque en particulier, que j'ai pas rencontré tant de fois que ça, mais que je fréquente pas mal par les réseaux sociaux, c'est Vincent Machet. Vincent Machet, c'est un coureur du sud de la France qui est obèse, qui fait, alors je sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, il faisait 130 kilos. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour sa vision de la course à pied. C'est quelqu'un qui a la même vision un peu que moi quand je disais je ne veux pas courir pour maigrir, je veux maigrir pour courir. C'est quelqu'un qui a fait des marathons, qui a fait le marathon de New York, qui fait des trails, qui habite dans le sud de la France et qui a une philosophie de la course à pied qui est quelqu'un d'adorable. Tous ceux qui l'ont rencontré, vraiment, c'est quelqu'un de super sympa, quelqu'un de simple. Et moi, je le vois, je vais être clair. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est au marathon de Paris. Quand je l'ai vu courir, ça a été, je lui ai dit, ça a été douloureux pour moi parce que voilà. Mais il est là, il adore ça, il fait des rencontres. C'est quelqu'un, il est très pote avec Michel Lannes, le ex-trailer élite de Salomon. Il est parrain d'un de ses trails. Il est parrain d'une association pour une petite fille handicapée qui, alors je vais pas dire de bêtises, doit s'appeler l'Épuisette à étoiles. Ça doit être ça. Et c'est quelqu'un qui est d'une générosité, qui a une
philosophie de la course à pied et il y va à sa vitesse. Il y va avec lui, pour le coup, il a des chaussures, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est des plateformes boots et tout ça. Et voilà. Et il n'abandonne pas, il lâche pas. Et c'est vraiment sans doute l'une des 2 ou 3 rencontres qui m'ont le plus marqué. Il y a également Jean-François Lajeunesse, qui est un coureur nantais, qui était un bon coureur dans ses jeunes années. Il a de la génération des Michel Jazzy. C'est un monsieur qui, je ne vais pas dire son âge parce que je ne l'ai plus en tête, mais voilà, qui a eu des difficultés dans la vie, qui est tombé dans l'alcoolisme et qui a remonté la pente grâce à la course à pied. C'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que je suis allé faire son portrait avec le photographe de jogging Vincent Hickey à l'époque à Nantes. Et c'est une rencontre qui m'a vraiment énormément marqué, qui est sorti de l'alcoolisme en revenant à la course à pied, qui aujourd'hui coach des jeunes à Nantes et tout, et qui est quelqu'un d'une simplicité et qui a une histoire absolument folle. Et sans doute le dernier, je dirais Guillaume Alfitano, qui est un coureur unijambiste qui a perdu sa jambe pour ses 18 ans du fait d'un cancer. Alors, l'appareil, je ne vais pas dire de bêtises sur le nom exact de sa maladie, mais bon, il a été amputé d'une jambe quand il avait 18 ans. Et il a été... c'est quelqu'un qui a fait le Tour de France avec ses béquilles. C'est quelqu'un qui est un sportif. Enfin, tu le vois, il y a quelques photos de lui torse nu. C'est Et il se lance dans un défi. J'ai vu là, il part pour 5000 km. Oui. Et il passera par Beaugency, là où j'habite. Donc, je l'ai déjà sollicité pour... Voilà. Non, c'est quelqu'un vraiment pareil, qui a une philosophie, qui a un parcours de vie, et quelqu'un qui dit en fait qu'il n'aime pas spécialement courir, qu'il n'aime pas spécialement. Alors lui, il dit son surnom c'est le kangourou parce que il rebondit forcément avec ses cannes, mais faire ça pour moi c'est juste inimaginable. Pour moi c'est le niveau d'un Philippe Croizon qui traverse la Manche sans bras ni jambes. Il a traversé le Canada, il a fait des choses, c'est absolument génial. Et petit clin d'œil également, un dernier petit clin d'œil, il y a un coureur qui s'appelle Emmanuel Arnold, qui est un prof d'histoire en région parisienne, qui lui, pareil, est un passionné, qui a fait la Diagonale des Fous, qui a fait des choses comme ça, et qui lui, pareil, est un amoureux de la course à pied, qui transmet ça à ses élèves, il est prof d'histoire géo, et qui en ce moment participe à Courir pour la culture, qui a été lancé par un violoncelliste professionnel également coureur. Et là, ils se font 900 kilomètres ils sont partis il y a un peu plus de 10 jours, et donc ils traversent la France depuis Montgeron jusqu'au sud de la France pour dire voilà, la culture, faudrait peut-être pas l'oublier. Alors il y a eu les annonces hier d'Emmanuel Macron, on va voir pour les salles de concert et tout ça. Mais voilà, et c'est quelqu'un qui est vraiment qui est un passionné, qui pourrait t'en parler pendant des heures, qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'autres rencontres, mais c'est un peu les 4 figures qui m'ont vraiment marqué lors de mes années à jogging. Donc pas forcément des personnes très médiatisées, mais des rencontres humaines. C'est vraiment ce qui te plaît. Tu le disais dans le reportage, d'aller vraiment à la rencontre des gens, c'est ce qui t'anime. Alors, je dois avouer quand même qu'il y a eu 2 rencontres au niveau star, entre guillemets, qui m'ont marqué. Ça a été au Sommet de Paris. J'ai déjeuné la veille du Sommet de Paris avec Gebre Selassie. Alors là, c'est quand même quelque chose parce que on dit toujours, oui, c'est quelqu'un de simple, d'accessible et tout ça, mais on dit, ouais, c'est le discours, on va dire, il est simple et accessible et tout ça. Et en effet, c'est quelqu'un qui est adorable. J'ai discuté pendant 1 heure avec lui. J'étais assis à côté de lui. J'en revenais pas, quoi. C'est Gebre, quoi. C'est une légende et c'est quelqu'un qui paye pas de mine, qui arrive, qui dit bonjour à tout le monde et tout ça, qui est enfin, voilà, on dit souvent les stars elles sont simples et tout ça, mais là vraiment j'avais l'impression de discuter avec quelqu'un que je connaissais depuis super longtemps et c'est pas une légende, c'est Kylian Jornet. C'est quelqu'un pareil qui a un bon niveau de français, qui est pareil. Je l'ai rencontré pas énormément au final pour 8 ans passés à jogging, je l'ai rencontré 3 fois. Mais chaque fois, pareil, à parler, tu lui poses des questions sur lui, forcément, lui, il t'en pose sur toi, il est vraiment... Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur lui, il y a des rumeurs sur des choses, de dopage, etc. Mais ça, surtout les athlètes qui réussissent un peu et tout ça, c'est vrai que dans ma grande naïveté, j'ai un peu de mal à penser que ce soit le cas. C'est quelqu'un qui respire vraiment l'amour de la montagne, l'amour de son sport, donc voilà, je suis pas du style trop à être fan d'eux, à me dire oh là là, mais là quand même Gebre et Kylian Jornet, je dois avouer que c'est les 2 seuls à qui j'ai demandé des autographes. En fait.
C'est quelque chose que je fais jamais. L'autographe, pour moi, c'est un sens, oui, c'est une signature et tout ça, mais là, je l'ai quand même fait. Là, tu l'as immortalisé parce que c'était vraiment de très, très belles rencontres, en plus de toutes celles que tu as pu Voilà. faire sur tes années à jogging. Alors, Oui, il y en a un certain nombre. alors, sur le plan, on va dire, du lecteur, est-ce qu'il y a un profil type du lecteur de Jogging International? Et ça va me permettre de basculer sur le côté un petit peu digital et de cet effet de mode aujourd'hui, c'est-à-dire que la presse papier, est-ce qu'elle est toujours aussi performante qu'elle l'a été dans les années 90 et 2000? Mais quel est le profil du lecteur du magazine Jogging International? Est-ce qu'on est sur du débutant, vraiment quelqu'un qui cherche à courir, quelqu'un qui va chercher des reportages, du matériel, des conseils en entraînement, en nutrition, ou est-ce que on a quand même des coureurs qui sont de très très bon niveau et qui vont venir chercher des informations pour leur pratique? Alors, on a un peu deux profils de lecteurs chez Jogging. On a le lecteur historique, j'allais dire, qui sont souvent, on avait fait une enquête lecteur il y a quelques années, avec une moyenne d'âge à 55-60 ans, qui est plutôt un routard, donc c'est-à-dire un marathonien, semi-marathonien, voire un peu plus, 100 km. Donc ça, c'est un peu le lecteur historique qui va s'abonner d'année en année, qui reste très fidèle. Donc c'est beaucoup notre base de lectorat, avec quelques régions privilégiées. On a région parisienne, région lyonnaise, Bretagne et Nord, qui sont, c'est pas surprenant, sont des régions qui ont une vraie culture course à pied. Et après, on a le lecteur qui se renouvelle. C'est pour ça, tout à l'heure, j'évoquais les articles d'entraînement qui se répétaient un peu et tout ça. Mais on va avoir un lecteur qui va plutôt débutant, niveau moyen débutant, qui va nous lire pendant 1 ou 2 ans, qui va accumuler de la connaissance, qui va accumuler des plans, qui va tester différentes choses, voilà, et qui ensuite va arrêter parce qu'il aura trouvé ce qu'il était venu chercher, et qui va être remplacé par les nouveaux débutants. Donc ça a toujours été la force de Jogging, cette espèce de mouvement perpétuel de nouveaux lecteurs, et avec à côté une base solide d'abonnés. Donc voilà, c'est un peu les deux profils types qu'on retrouve. Pour être clair, le coureur vraiment très très expert de très très haut niveau n'ira pas forcément chercher Jogging International. On a toujours eu depuis la création en 83, ça a toujours été plutôt d'aller chercher du lecteur de cœur de peloton. Ça c'est clair, ça a été, et c'est comme ça que ça a été créé par rapport à Spiridon à l'époque, qui était vraiment quelque chose de plus pointu. Et c'est assez marrant, il y a eu un film puis un livre qui sont sortis. Alors j'ai perdu le nom, enfin où ils évoquaient en effet cette création de Jogging, où il disait, lui c'était un fan de l'auteur suisse. J'ai perdu c'est Born to Run. Où il disait, voilà, il y avait Spiridon à l'époque qui était très pointu, qui était fait pour les coureurs performance et tout ça. Et là est arrivé Jogging avec ses pubs, avec son truc accessible à tout le monde et tout ça. Et grosso modo, il reprochait à Jogging d'avoir ouvert la pratique au grand public. Mais c'est ça, et je l'ai toujours assumé. Hein. On est sur un magazine grand public. On est sur un magazine qui peut être pointu, mais qui malgré tout doit s'adresser au plus grand nombre de coureurs, parce que ça a toujours été l'ADN de Jogging. Et la bascule vers le digital actuellement, est-ce que ça impacte les ventes, les contenus peut-être également? Tu le disais, hein, peut-être une ouverture vers des magazines, des reportages pour offrir peut-être autre chose au lectorat. Est-ce que c'est perceptible, cette digitalisation des différents supports? On peut aller trouver peut-être de l'information ailleurs que dans le Jogging. Est-ce que tu l'as perçu et est-ce que ça impacte vraiment les tirages? Alors, clairement, il y a deux phénomènes. Il y a tout simplement un phénomène qu'on voit dans tous les magazines, les quotidiens et tout ça, c'est le désamour pour le papier. Aujourd'hui, et je pense pas que ce soit non plus, même pas spécialement lié à la digitalisation, en fait, c'est des gens qui n'ont plus le réflexe, des jeunes générations n'ont plus le réflexe du magazine, ont encore moins le réflexe du quotidien. J'ai bossé en presse quotidienne, donc j'ai bien vu les ventes s'effriter. Hein. C'était de façon un peu cynique. On disait à l'époque à l'École républicaine à Chartres, une personne âgée qui meurt, c'est un lecteur en moins à Chartres. Mais c'est une réalité. Moi, je suis originaire de l'ouest de la France. Moi, mon grand-père, je l'ai toujours vu avec Ouest France. C'était les gamins apprenaient à lire dans Ouest France et tout ça. Aujourd'hui, la presse quotidienne régionale, on ne trouve plus quelqu'un de 20, 25, 30 ans acheter Ouest France, Sud-Ouest, Paris-Normandie, etc. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a eu en effet cette problématique de digitalisation, et en particulier sur ce dont je parlais, sur les contenus d'entraînement.
quand je suis arrivé, je me souviens chez La Rivière, qui a donc été la dernière boîte dans laquelle j'ai travaillé pour Jogging quand ils ont racheté Jogging. J'ai eu une réunion avec les dirigeants et je leur ai dit, aujourd'hui, le Jogging reste très, très marqué entraînement. J'avais commencé à pivoter vers plus de magazines, plus de portraits, plus de choses comme ça. J'aurais sorti mon portable. Je leur ai dit, vous voyez, aujourd'hui, je veux faire mon marathon en 4 heures. Est-ce que je vais mettre 5 € dans un magazine ou est-ce que je vais taper marathon 4 heures sur Google et voir le plan qui m'en sort? Donc, ça a été surtout cette problématique il y a tellement de contenu d'entraînement qui se trouve que pour apporter une vraie valeur ajoutée sur des papiers entraînement et tout ça, faut, j'allais dire, se lever de bonne heure. C'est ce que j'ai essayé de faire en amenant des mises en scène différentes, en faisant des choses différentes, en mettant des choses, en essayant de rendre la chose plus attractive et tout ça. Mais pour moi, la presse magazine ne se sauvera, et la presse running en particulier, ne se sauvera que par le magazine, le portrait, les grands reportages. C'est un discours qui, honnêtement, n'a pas toujours été entendu, ce qui m'a parfois un peu frustré de la part de mes directions successives, où on nous disait non, l'ADN de Jogging, c'est vraiment l'entraînement. Magazine, on en prend un peu et tout ça. Il se trouve que quand on s'est mis à forcer sur le magazine, les ventes se sont stabilisées, voire ont augmenté. Malheureusement, en repassant sur des gros volumes de papier entraînement, on a vu que les ventes rebaissaient. Alors après, ça a coïncidé avec aussi l'an dernier, le début du confinement et tout ça. Donc, je peux pas lier directement les choses. On va voir comment vont se passer les choses lors du déconfinement pour les magazines. Mais voilà, aujourd'hui, par contre, ce qu'on a réussi à faire, le virage qu'on a pris un peu tard, mais qu'on a réussi à bien prendre, ça a été au niveau de la digitalisation, les réseaux sociaux. La communauté Facebook Jogging est aujourd'hui de 135 000 personnes. On a eu une communauté qui a été très, très active. C'est beaucoup de travail. Là, aujourd'hui, il y a Simon Chrétien, qui était le journaliste que j'avais embauché l'an dernier, qui continue à faire vivre cette communauté, mais ce sont des choses qui demandent énormément de travail. On n'a pas pris le virage Instagram, par exemple, ce qui est sans doute une erreur de ma part. Ça, je le dis, je l'ai pas forcément vu venir. On a Vincent Licky, qui est un excellent photographe, qui fait de très très belles photos pour le jogging et tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas su exploiter peut-être suffisamment. Alors peut-être qu'ils vont le faire maintenant, je sais pas. Mais voilà, on a eu des chiffres d'affaires pub au niveau Facebook en particulier, qui ont des chiffres d'affaires qui ont augmenté au fur et à mesure des années, alors que forcément, par la force des choses, le chiffre d'affaires pub papier commençait à stagner. On est passé d'un stade où en 2013-2014, on nous disait je te prends 2 pages dans le magazine et si tu peux me mettre un petit post Facebook avec, ce serait bien. Un truc, c'est je te prends une campagne Facebook ou sur le site internet, mets-moi en plus une petite page papier. Donc on a complètement inversé le paradigme dans ce cadre-là. Donc, il y a eu cette inversion, mais aujourd'hui, les sources de revenus, quand on est dans la presse, et donc la presse running, c'est à la fois donc les tirages papier, mais aussi, comme tu l'évoquais, cette digitalisation et ces pubs qui fleurissent sur les différents sites ou sur les réseaux sociaux. Alors clairement, aujourd'hui, un magazine running sans pub est un magazine qui va mourir. Et je dis running, mais c'est valable quasiment. Il y a très peu de modèles où un magazine peut vivre uniquement de ses lecteurs. Ça arrive, mais j'en reparlerai peut-être un peu après parce qu'il y a un phénomène intéressant également. Mais voilà, la pub reste le fer de lance de la santé économique d'un magazine. Et c'est vrai que là, depuis le confinement, on a bien vu au niveau des courses, les courses n'avaient aucun intérêt à prendre de la pub puisqu'elles n'avaient pas lieu. Le calendrier de l'année, de toutes les courses de l'année, qui était un gros pourvoyeur d'argent, les courses cette année, là, c'est moi comme tous les ans, je l'ai fait de A à Z, le calendrier 2021. Les courses, on ne sait pas si on va avoir lieu et tout ça. Il a fallu que le commercial à l'époque se batte pour réussir à avoir un chiffre d'affaires, mais qui a été en chute libre et on ne peut pas lui en vouloir. Les courses annulent, elles ne vont pas acheter des pages de pub. Il y a cependant un phénomène intéressant au niveau du papier et de la presse running en particulier, qui est le phénomène des MOOC, qui sont ces êtres hybrides entre magazine et livre, où il n'y a pas de pub et qui se font sur financement participatif. Le premier gros exemple qu'il y a eu, ça a été Point de Côté, qui a été lancé par les gens Les Genoux dans le GIF, Robin et Marion,
Et donc voilà, oui, ils ont lancé un financement participatif et là, ils vont boucler le quatrième numéro. Donc c'est des magazines qui sont très épais, qui font 200, 250 pages, avec du magazine, du portrait, du magazine qui prend le temps, des 10, 15, 20 pages, des grosses interviews et tout ça. Et c'est un modèle qui plaît. Je sais que Outdoor Edition, qui est l'éditeur de VO2 Magazine et de Trail Endurance, lance là, je vais perdre le nom, Forest. Et pareil, ils ont réussi à se financer. Donc ça, c'est pour moi un modèle au niveau du papier qui a un certain avenir, je ne sais pas sur le long terme, mais qui permet quand même de voir des belles choses et surtout de faire du journalisme qui prend le temps. À l'exemple de 6 mois, de 21, on est vraiment sur des formats comme ça, 180 pour les 180 degrés pour les trucs de cuisine. C'est du beau magazine, il y a la belle photo, il y a un travail de mise en page et de maquette qui est magnifique. Et c'est vrai que moi, c'est des choses que j'ai plaisir à lire, à voir, sont des beaux objets. Et donc, ça, pour moi, c'est une partie de l'avenir. Et là, pour le coup, t'as pas de pub, donc tu oublies tout ce qui est, t'as pas de test chaussures, voilà, c'est vraiment du pur magazine. T'as pas d'entraînement. Les genoux dans le gif, je connais un peu Robin, c'est suffisamment moqué de moi avec nos plans d'entraînement 4 heures, nos trucs comme ça et tout. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont agréables. Alors Nicolas, tu es reconnu au niveau de Jogging International puisque tu apparais dans de nombreuses parutions, nombreux reportages. Tu t'es mis en scène. Est-ce que ça t'a valu quelques, pas remarques, mais quelques interpellations, des gens qui t'ont demandé des conseils, demandé des suggestions pour des plans d'entraînement, toi qui étais aux manettes de ce magazine? Alors oui, et j'ai toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas entraîneur. Donc j'ai toujours expliqué aux gens qui, sur une ligne de départ de marathon, me disaient ah là, j'ai même ça, j'ai ce petit problème au genou et tout ça et tout. Je disais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas entraîneur. Moi, je suis le porte-voix des médecins et des entraîneurs. Je mets en scène leur prose, leurs propos. Donc, j'ai forcément en 8 ans à côtoyer des entraîneurs, des coachs, à moi-même tester un nombre incalculable, ce qui n'a pas aidé non plus mes blessures, de méthode à courir voilà, sans arrêt et tout. Forcément, j'ai des idées, je peux donner des conseils, mais je ne suis pas coach, je ne suis pas entraîneur, je n'ai aucun diplôme, aucun certificat FFA. Donc voilà, donc je disais, allez voir ceux dont c'est le métier. Et ça, j'ai toujours tenu. Et c'est pour ça que ça m'énerve énormément. Il y a je connais un certain nombre d'entraîneurs que ça énerve, de gens qui disent, je suis coach en course à pied. Ben non, t'es pas coach en course à pied. Ça fait 2 ans que tu cours, tu sais ce qu'est le fractionné. Donc voilà. Donc oui, il y a des gens qui viennent me voir ou pour me parler du magazine, etc. Mais voilà, j'ai toujours été très clair. Je ne suis pas un entraîneur. Je suis un coureur comme vous. Et moi, quand j'écris un article, j'en apprends autant que vous. Quand je parle avec des entraîneurs, j'en apprends autant que vous. Quand j'ai mal au genou et que j'appelle un médecin, j'en apprends autant que vous. Donc n'attendez pas de moi tout d'un coup de vous sortir un plan. Aujourd'hui, je suis en mesure si on me demande un plan marathon de 4 heures, je serais en mesure de le faire. Un plan même en 3 heures, je sais les faire parce que mon expérience et à force d'avoir parlé avec énormément d'entraîneurs font que je peux. Mais je préfère que ces gens-là se tournent vers vraiment les personnes dont c'est le métier. Chacun son métier. Moi, je suis journaliste. Je déteste quand les gens se disent journalistes alors qu'à l'évidence, ils ne le sont pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas pour moi, d'un autre côté, dire oui, bah moi, je vais te faire ton plan en 4 heures et va pas voir un entraîneur, ça sert à rien. Moi, Nicolas Gardon, je sais. Non, ce sera mieux fait par un Jérôme Sordello, par un Olivier Gaillard, des gens avec qui j'ai pu travailler, Marc Paturel, des gens comme ça. Eux savent ce qu'il en est. Alors, dans ce côté transmission, au-delà d'être journaliste, tu es également auteur. Tu as sorti donc des ouvrages pour transmettre tes plus beaux lieux d'entraînement, tes plus belles courses, tes plus belles randonnées. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est venu? Alors, c'est 2 livres aux éditions Grund, les plus beaux endroits pour courir et les plus beaux endroits pour marcher. Comment tu en es venu là? Alors, comment j'en suis venu là? Les plus beaux endroits pour courir, ça a été le premier qui est sorti en 2016. Oui, c'est ça. C'est à l'époque Mathieu Lemaud, qui était journaliste spécialisé sport à GQ, que j'avais connu lors d'une préparation au semi-marathon de Lisbonne. On avait sympathisé et tout. Et il me dit, voilà, lui, il avait sorti déjà deux, trois livres. Il me dit, voilà, là, j'ai une commande pour un livre sur les plus beaux endroits pour courir, mais j'ai pas le temps de tout faire. Il y a 100 spots à trouver, ça fait 200 textes à écrire parce qu'il y a 2 textes par spot. Est-ce que ça t'intéresserait d'être mon co-auteur?
on y va. Donc, on n'est pas passé directement par le Green, on est passé par ce qu'on appelle un packager, qui est une boîte en fait qui nous achète grosso modo, qui nous fait écrire le livre, qui nous l'achète, et ensuite eux le revendent à des éditeurs, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque Courir a été traduit dans pas mal de langues, Marché pareil. Donc voilà, donc c'est arrivé comme ça. Donc j'ai eu quelques mois pour écrire 50 spots. Donc il a fallu que je réfléchisse à 50 endroits où j'avais couru, que j'avais adoré. Alors pour être clair, sur les 50, en fait, j'avais vraiment couru dans 36 endroits. Il y a 14 endroits où là, pareil, j'ai fait de la transmission. J'ai appelé d'autres coureurs. Je leur ai demandé, voilà, où sont les spots que tu as particulièrement apprécié courir, des choses comme ça. Et donc c'est venu comme ça. Et donc c'est ce packager Holo Édition qui m'a ensuite commandé, en fait, non pas 2, mais j'ai écrit 4 livres. J'ai écrit 4 livres chez eux, qui sont donc courir, marcher, les plus beaux endroits pour rouler. Mais alors c'est pas du vélo, c'est sur les road trips. Et On ne vit qu'une fois, qui était un livre sur 100 expériences à vivre une fois dans sa vie. Donc voilà. Et là j'ai quelques livres, j'ai 3 livres en cours d'écriture. Et quel serait alors le plus bel endroit selon toi pour courir? Ou ton top 3, si tu dois en sortir 3. Mon top 3. Alors, je vais faire un étranger et 2 Français. Je vais rester sur l'étranger et je vais rester près de San Francisco. Pour moi, c'est Big Sur, qui est la côte qui longe la Highway 1 aux États-Unis, la côte est entre Los Angeles et San Francisco. Alors, plutôt du côté nord, plutôt du côté San Francisco, qui est une côte sauvage, alors qui a été inaccessible. Il y a eu des éboulements assez récemment à cause de fortes pluies. Mais c'est juste magnifique. Il y a des colonies d'éléphants de mer, c'est des paysages sauvages. La Highway 1 est plutôt une autoroute qui est plutôt petite, qui est pas, c'est pas une grosse autoroute pour les standards américains, mais on s'éloigne de 2-3 kilomètres. On est dans la nature sauvage la plus totale. On voit des animaux et tout ça. C'est vraiment assez formidable. Et il y a un marathon qui est le marathon que j'aimerais bien faire, le marathon de Big Sur, alors qui est vraiment très très dénivelé pour le coup. C'est le fameux marathon où en haut d'une côte il y a un joueur de piano qui se met là et qui vous joue un petit air de piano. On est au niveau du SMI, donc voilà. Donc ça, c'est un spot que j'apprécie particulièrement. Et en France, il y a 2 endroits que j'adore, qui sont la vallée de Chevreuse. Vos parents habitent en vallée de Chevreuse, et j'en profite pour aller courir du côté de Bonnel, Bullion. C'est forcément, quand je dis que je fais du trail là-bas, on se fout de moi parce que il y a quelques grosses côtes, mais grosso modo c'est plus de la course nature et tout ça, mais j'adore ça. C'est de la belle forêt, il y a du résineux, il y a du chêne, on est tout de suite au milieu de nulle part. C'est des chemins qui sont un peu fréquentés, mais pas tant que ça. Il y a plein de petits monotraces, donc vraiment j'adore ça. Et après, c'est mon côté, alors j'allais dire breton, je suis nantais d'origine, mais c'est le centre de la Bretagne. C'est du côté de Welgoth, c'est la forêt du roi Arthur, quoi. Il y a des menhirs, c'est de la carte postale, donc les monts d'arrêt, les choses comme ça. Et après, pourquoi pas filer sur la côte, le GR36, chemin des douaniers, là, toute la côte. Et dans le coin aussi, qui est un de mes trails préférés en France, qui est Belle-Île en trail, le trail de Belle-Île. Là, pareil, faire le tour de Belle-Île, les côtes sauvages, voilà. Donc après, il y a 36 000 autres spots que j'adore, mais c'est vrai que j'y suis particulièrement attaché. Bien. Alors, on invitera les auditeurs à nous livrer leurs plus beaux endroits de course à pied, les plus beaux spots. Sur 2021, Nicolas, quelle est ton actualité? Donc, tu le disais, en écriture pour quelques ouvrages. Ouais, c'est ça essentiellement aujourd'hui. C'est ça qui me prend la plupart de mon temps, parce qu'il faut pas que je traîne là. J'ai 2 ouvrages à terminer pour mi-juillet, donc il va pas falloir que je traîne. Et c'est cette actualité-là, grosso modo, parce que ça me prend un job à plein temps. J'ai d'autres projets dont je vais pas parler tout de suite parce que ils sont pas encore lancés essentiellement, mais ça va se faire. Ça va se faire assez vite. J'ai quelques contacts, mais là, on reste dans le milieu de la course à pied de toute façon, parce que je vais pas dire c'est mon milieu, mais c'est le milieu dans lequel je bosse depuis maintenant 2013, depuis 8 ans. C'est un milieu que j'adore. C'est un milieu, je commence à quand même par la force des choses, pas mal connaître. Et c'est un milieu où il est particulièrement agréable de travailler par rapport à d'autres milieux où j'ai pu bosser auparavant. Et sur un plan sportif, donc pour l'instant, les objectifs restent flous, mais continuer à prendre du plaisir sans blessure.
Voilà, exactement. Et je reprendrai des prépas dès que les choses auront été confirmées. Ça va me faire tout drôle. Il va falloir que je rachète des dossards. Ça fait 8 ans que j'ai plus payé pour un dossard. Je vais me remettre à prendre des dossards, mais c'est bien aussi. Ça me permet vraiment de choisir mes courses, comme je disais tout à l'heure, de faire un vrai plan et tout ça. Là, pour l'instant, voilà, je cours vraiment pour le plaisir. Je me fais mes sorties, je me fais mon fractionné. J'ai mes choses qui sont bien établies. Et une fois qu'on aura confirmé la reprise des courses et des trails en particulier, c'est vrai que ça me titillerait, si l'UT4M est confirmé cet été, ça me titille un peu de le faire en format challenge, c'est-à-dire 4 massifs en 4 jours. C'est vrai que c'est le genre de choses, mais je pense honnêtement que je serais pas prêt, parce que je vais pas commencer à le préparer pour me dire ensuite, bah non, finalement c'est annulé, tout ça. Donc voilà, les vrais objectifs, à mon avis, ce sera plutôt 2022. Peut-être si le marathon de Paris est confirmé à l'automne, ce que j'espère, le semi ou le marathon, je pense que j'irai le faire, mais comme ça vraiment en touriste. Si je pouvais refaire, parce que ça je l'ai fait aussi à un moment en meneur d'allure, c'est le genre de choses qui pourraient me faire aussi, il faudrait que je le revoie, mais voilà. Donc dans le partage. Et sur quel réseau on peut te retrouver si les gens veulent te contacter, échanger avec toi sur cette passion de la course à pied? Alors j'ai fait une cure de réseaux sociaux. J'étais énormément sur Facebook, j'y suis toujours, mais c'est vrai. Si les gens veulent me contacter, le plus simple, c'est ils tapent Nicolas Garmon. De toute façon, il y en a que 2. Ils me reconnaîtront. Je suis celui qui court sur la photo de profil. Mais voilà, c'est vrai qu'après, depuis mon départ de jogging, j'ai pris un peu de recul sur tout ce qui était réseaux sociaux, qui me prenait énormément de temps, qui est quelque chose qui est extrêmement chronophage. Mais Facebook demeure la meilleure façon de me contacter. Bon Nicolas, moi je te remercie énormément pour cet échange. On avait des accroches communes avec l'Éco-Républicain et la région Chartraine. Donc un grand merci pour nous avoir livré donc les coulisses de ce magazine qui est Jogging International, et puis ta vision de la course à pied. On sent le coureur passionné qui a envie de faire partager ses expériences. Donc un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation du podcast. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Pour les auditeurs, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.